Bonjour à toutes et à tous, nous allons expliquer donc ensemble aujourd'hui le fameux poème inaugural du recueil d'Alcool qui, alors plus précisément, on va se limiter à l'analyse linéaire des vers 1 à 24 pour être dans les respects de l'exercice. Alors, pour ce qui est de cette lecture linéaire, bien sûr, pour l'introduction, vous rappelez comme d'habitude l'objet d'étude, vous insistez sur la notion de modernité poétique, après vous présentez Apollinaire, le passage, avec l'idée de bien le présenter comme étant le manifeste poétique qui va donc inaugurer, introduire le recueil. Alors pour ce, poème-là en particulier, vous montrerez sa place stratégique dans l'ensemble de l'œuvre d'Apollinaire et on pourrait donc zoomer sur une problématique qui serait: en quoi ce début de poème présente-t-il le rapport singulier d'Apollinaire avec le passé et le présent? 3 mouvements semblent significatifs dans ce passage-là, donc je vous laisse découvrir le premier mouvement avec la revendication de la modernité, ensuite la poésie dans la ville et l'idée de la ville poétisée. Donc c'est les 3 sous-parties sur lesquelles on va s'intéresser tout de suite. Alors intéressons-nous au premier mouvement. Ce premier mouvement, qui est basé sur la revendication de la modernité, débute par un poème, par un vers, pardon, plutôt, qui peut justement prêter à confusion. On va expliquer pourquoi. Alors la scansion de ce premier vers peut donner 11 ou 12 vers, selon que l'on effectue la diérèse ou non sur le terme ancien. Le poète se place alors d'emblée dans une forme ambiguë, laissant au lecteur justement le choix de l'alexandrin ou pas. Et l'usage de ce vers noble est par ailleurs assez paradoxal, puisque le poète ouvre son poème sur la lassitude d'un fameux monde ancien, tout en reprenant en apparence une forme poétique ancienne. Et donc ça inaugure déjà le côté paradoxal et surprenant qui laisse suggérer aussi, ce qui sera une des caractéristiques du recueil, tout le côté humoristique ou ironique du poète. Et on voit bien aussi que cette idée-là est renforcée par les premiers mots à la fin, ce qui est étonnant pour le premier vers d'un premier poème. Et il faut ici comprendre ici, en même temps, comme l'aboutissement d'une longue réflexion qu'a menée Apollinaire depuis longtemps. Et le poème bilan, le poème zone serait comme un bilan qui va revenir en adoptant par la suite un caractère autobiographique récurrent tout au long du recueil. Alors ce paradoxe semble se poursuivre au vers suivant, lorsque le poète refuse ce monde ancien. Le vers 2 s'ouvre sur un personnage ancien qui est la bergère, l'héroïne des romans pastoraux du XVIIe siècle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ici le terme est en apposition avec la tour Eiffel, qui bien sûr, elle, est toute neuve et assimilée à cette bergère, en ce sens qu'elle garde le troupeau des ponts qu'elle domine de toute sa hauteur. On observe alors dans ce vers une alternance systématique entre éléments anciens et éléments modernes, ou qui évoque la modernité. D'où le parallèle que je vous ai mis sur le diapo: bergère, tour Eiffel, troupeau, pont, belle, matin. La ville de Paris fascine le poète parce qu'elle entremêle justement ces différentes époques, ce qui permet de créer quelque chose de totalement innovant. Et la métaphore des ponts, assimilée à des moutons, peut étonner, effectivement, mais ici, il y a l'allusion des voitures qui, à l'époque, incarnent aussi la modernité, qui klaxonnent sur des ponts et qui imitent le bêlement des moutons. Et par ces deux images qui coïncident, la ville s'anime, prend vie, et on voit bien que les éléments du progrès sont rendus vivants par l'écriture poétique. Nous poursuivons au vers 3 et on retrouve encore une fois le paradoxe dans les évocations de la religion catholique. Le vers 3 reprend le tout premier. Au tu es lasse se juxtapose le tu en as assez, d'ailleurs d'un lexique assez courant, et il explicite ce monde ancien puisqu'il parle plus précisément de l'antiquité grecque et romaine. Alors c'est en lien avec ce vers qu'il faut comprendre la modernité de la religion catholique, qui est ici moderne au sens chronologique du terme. Mais si la religion est moderne, c'est peut-être aussi, au vers 5 et 6, suggéré par le parallèle qu'il crée entre elle et l'aviation. La comparaison simple, comme les hangars du port aviation, est peut-être assez confuse, ou du moins peut le paraître. On peut la comprendre par le fait que religion et aviation et ont un point commun avec l'élévation, spirituelle pour la première, physique pour la seconde.
Le vers 8 est toujours lui aussi ambigu. L'Européen le plus moderne, c'est vous, Pape Pie X. Alors on a ici, semble-t-il, un vrai respect du poète pour le pape, puisque le vouvoiement se substitue au tutoiement et que l'éloge de la modernité est renforcé par le superlatif le plus moderne. Pourtant, qualifier de moderne un pape qui a contribué grandement au mouvement de l'antimoderniste est plutôt ici ironique. Alors 2 explications sont possibles. Pie X avait béni l'un des premiers aviateurs, et donc il est moderne au sens où il participe de l'aventure de l'aviation qui fascine Apollinaire. Et le pape est moderne parce que, comme le vers 7 l'explique, la religion catholique est le symbole de la sortie définitive de l'Antiquité gréco-romaine. Alors ces quelques vers exposent toute la complexité aussi du rapport d'Apollinaire à la religion. Vers 9 et 10, il dit en même temps sa honte qui l'empêche d'entrer dans une église, dans 2 vers qui sont accentués d'ailleurs par l'enjambement qui les relie. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, Apollinaire avait une crise de foi, FOI, à l'âge de 16 ans, et il présente ici un peu cette difficulté d'une vie spirituelle. Donc on voit bien dans ce premier passage de Zone que la forme poétique annonce le choix de la modernité. En effet, le premier vers peut être lu comme un alexandrin, le second est un verbe de 16 syllabes, il échappe à toute forme fixe. On peut lire dans un alexandrin en même temps du vers 2 2 hexasyllabes. Bref, on a une sorte de jeu de reprise et de rupture avec la tradition poétique, et l'énonciation même de ce premier mouvement montre bien l'ambiguïté qui s'éloigne de l'habituel jeu poétique. Ici, on a la 2e personne, tu es las, ou encore la 5e, c'est vous. Et donc, on voit bien que le poète s'adresse, hypothèse, à son lecteur, en le tutoyant, mais on comprend aussi rapidement que c'est à lui-même qu'il parle, comme un jeu de distanciation, de dédoublement, rendu plus évident par l'usage de la première personne au vers 15, j'ai vu ce matin, et puis aussi ce jeu permanent entre le je, le tu, qui ne font qu'un. Donc on voit bien que d'emblée, il joue avec les codes habituels de la poésie. Après ce premier mouvement, nous avons le second, qui évoque la poésie dans la ville. Ces 4 vers, qui constituent ce mouvement, forment somme toute un ensemble assez cohérent parce qu'ils sont construits sur la thématique de l'écriture. Vous avez les termes prospectus, catalogue, affiches, journaux, aventures policières, portraits, titres, et Apollinaire dresse la liste avec une énumération qu'on vient d'évoquer qui l'accentue au vers 11 en montrant tout ce paysage urbain qui offre à lire et qui est marqué justement par tous ces aspects-là. Mais il ne se contente pas de citer tous les éléments, il les classe comme une sorte de critique littéraire. D'un côté, il y a la poésie dans les slogans et autres affiches publicitaires, et d'un autre, vous avez la prose dans les faits divers des journaux de tous les articles qu'il y trouve. On voit ici que la prose est définie par son aspect narratif, aventure policière à suspense, portrait des grands hommes en forme de biographie, alors que la poésie rassemble toutes les formes très brèves d'écriture qui chantent tout haut, comme chanterait une réclame publicitaire. Et on voit bien que d'emblée ici dans ce passage, pour Apollinaire, la poésie est avant tout musique, à l'image du vers libre utilisé ici. Et on a de nombreuses hyperboles qui marquent son admiration, charme tout haut, pleine d'aventures, grands hommes, 1000 titres, etc. On y joindra aussi tous les pluriels emphatiques, avec l'énumération du vers 11, l'emphase de la déclaration « Voilà la poésie ce matin ». Et ce vers d'ailleurs sonne comme une véritable annonce de la naissance de la poésie du monde moderne, avec le déterminant défini « la poésie », qui ne dessine pas seulement une poésie particulière, mais justement la particularité de la poésie, c'est qu'elle semble éclater aux yeux du passant, elle s'affiche sur tous les murs et elle chante à toutes les oreilles. Et donc il est paradoxal que dans ces quelques vers qui sont une sorte d'hymne à la poésie, le lexique soit particulièrement courant. Tu lis les prospectus, etc. La syntaxe est aussi très proche de l'oral, comme dans l'anaphore il y a. Plus marquant, l'évocation des livraisons à 25 centimes, qui montre bien, c'est pas si paradoxal dans la logique d'Apollinaire finalement, cela montre bien que pour Apollinaire, la poésie, c'est un art qui s'inscrit dans le monde urbain, dans sa conception même d'une écriture, qui devient et qui fait en sorte que tout est poésie.
Voyons maintenant le dernier mouvement du vers 15 à 24 qui montre que nous avons affaire ici à la ville qui petit à petit devient poétisée. Alors le vers 15, c'est le premier du poème à employer la première personne j'ai vu. L'ouverture de ce vers est d'ailleurs très narrative et les vers suivants vont décrire effectivement cette jolie rue annoncée. C'est en quelque sorte le fil rouge de ce mouvement-là et les derniers vers de l'ensemble retournent à la rue en général comme une structure en boucle. Ça, c'est la première caractéristique. Alors ici, Apollinaire choisit d'écrire une seule rue parisienne du 17e arrondissement, comme l'indiquent les repères géographiques que vous avez précisément au vers 24. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est le monde du travail. On a un champ lexical d'ailleurs qui est omniprésent et qui évoque ce monde et cette réalité des industries parisiennes, qui est d'ailleurs largement retranscrite dans tous les détails comme la sirène des machines, la cloche qui marque le début de la journée, encore la pause de midi, et toutes les enseignes qui décorent ce paysage urbain. Le vers 18 décrit d'ailleurs la monotonie d'une journée de travail, du lundi matin au samedi soir. On retrouve aussi dans les vers le matin par 3 fois, vers midi, etc. On retrouve ici d'ailleurs la présence et l'omniprésence presque des heures, des chiffres qui sont la réalité de la vie des Parisiens. Mais attention, cette monotonie n'a rien de désespérant, elle sonne à l'inverse comme une sorte de rythme presque musical. On peut lire dans le matin, par 3 fois la sirène y gémit, où l'alexandrin est mimétique de ce rythme, par sa structure 3-3-3-3. Il s'agit d'une rue industrielle qui est poétisée. On a presque une sorte d'oxymore avec la collusion entre grâce et industriel, mais qui dit bien toute la poésie que le poète lit justement dans cette vie moderne. Alors dès le début de ce passage, la rue est aussi assimilée à un instrument de musique. Du soleil, elle était le clairon. On a cette métaphore qui est accentuée par l'antéposition du complément du nom qui permet de faire résonner le clairon en fin de vers, éclairé par la rime avec nom. Le poète ensuite évoque la sirène qui gémit, la cloche rageuse qui aboie, les affiches qui à la façon des perroquets criaillent, et on retrouve cette précision du vers 11 où on avait les affiches qui chantent tout haut, qui donc se font écho. La poésie de cette rue est donc comme la poésie de tout Paris, sonore, éclatante, et ces références à la musique et au bruit permettent quelque part de transformer la rue. La sirène des usines, par la métaphore du verbe gémir, devient comme une sirène presque mythologique qui attire les marins, qui sont ici les citadins. Et de la même manière, l'adjectif rageuse personnifie la cloche et l'évocation de la rage la transforme en un chien qui aboie. On voit bien que toutes les enseignes, les plaques silencieuses deviennent alors sonores, puisqu'elles criaillent comme des perroquets. Bref, pour résumer, tout est métamorphosé par l'écriture poétique et cette rue industrielle presque devient comme une faune incroyable qui mêle animaux domestiques, mythologiques, exotiques, dans une sorte de cacophonie dominée par le clairon. Et on voit bien ici le souhait et la visée d'Apollinaire. Il veut transformer l'espace urbain, le transfigurer pour lui donner presque une dimension féerique qui va se superposer à la réalité précisément évoquée par le poète. Et donc, on peut dire que ce début de zone est comme une sorte d'art poétique, en ce sens qu'Apollinaire y pose les jalons de toute sa poésie, qui va revivifier les anciennes traditions, en les liant à un nouveau lyrisme. C'est ça aussi toute la richesse de ce début de poème, et attention, n'oubliez pas de lire la suite de Zone. Et donc, en conclusion, vous rappellerez l'idée du début du poème, à savoir que vous avez affaire à un manifeste poétique, et bien sûr, il paraît judicieux en ouverture d'ouvrir avec toute la série de poèmes qui vont incarner la modernité dans Alcool, mais vous pouvez aussi montrer que ce poème Zone, ou du moins ses 24 premiers vers, font sensiblement penser aux artistes peintres qui, amis d'Apollinaire, eux aussi représentaient et symbolisaient la modernité de Paris à travers leur art, et on pense au tableau de Delaunay qui fait l'hymne de la Tour Eiffel et qui montre par la multiplicité des couleurs cette idée de profusion et de richesse visuelle, sonore et ainsi de suite. Donc voilà ce qui se dégage sensiblement de ce début de poème qui peut paraître surprenant, déroutant, mais c'est la singularité de ce qui sera l'ensemble du recueil d'Alcool et ce qui va faire justement cette innovation et modernité poétique caractéristique chez notre poète. D'ici là, donc, bonne prise de notes, révisez bien et on se retrouve pour la prochaine explication des poèmes d'Apollinaire.